Bonjour à tous, bienvenue donc sur ce webinaire. Euh, Merci à tous d'être là. On a déjà 142 donc participants. Donc, je suis Camille Timmerman, je suis donc consultante chez Assemi. Je vais accompagner Noémie Royer aujourd'hui sur le webinaire donc comment s'appuyer sur l'expérience salariée pour votre sortie de crise. Donc je serai là avec Dany, donc assistant Webikeo, pour répondre à toutes vos questions, qu'elles soient techniques ou autres. On a déjà prévu de se garder un petit créneau de 10 minutes à la fin de la présentation pour faire un échange avec Noémie de questions-réponses. Donc n'hésitez pas surtout à mettre toutes vos questions donc, dans le chat et on y répondra. Donc on va peut-être attendre encore une petite minute qu'il y ait davantage de participants. Je vois qu'il y a quelques petites, pour certaines personnes, des petits soucis techniques. Et après, dès que tout ça est réglé, on démarrera donc cette présentation spéciale Covid 2019. Non, 19, pardon. On se donne encore quelques instants. On se dit qu'on démarre à 11h02. Noémie, du coup, quand tu es prête, on peut y aller. Tu veux qu'on démarre? Ok, ça marche. Oui, et alors déjà bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence et de votre intérêt pour le sujet qui nous tient à cœur. Camille est aussi chargée de me surveiller dans le timing de l'intervention puisque j'ai tendance à être un peu trop bavarde et donc il faut qu'on garde du temps pour pouvoir échanger à la fin de la présentation. Donc de temps en temps, si vous voyez mon œil attiré par Camille, c'est elle est en train de me dire que je passe trop de temps sur certaines diapos. Euh, pour me présenter rapidement, donc je suis Noémie Royer, directrice chez Assemis en charge du pôle expérience salariée. Je vais faire très court sur la présentation puisque évidemment vous pouvez trouver tout ça sur notre site internet, sur les réseaux sociaux. On est bien sûr et sur LinkedIn et sur Twitter. Et puis en fin de présentation, vous avez mes coordonnées. Donc si vous souhaitez poursuivre l'échange ou en savoir plus, soit sur Assemis, soit sur le pôle expérience salariée au sein d'Assemis, on se tient bien sûr à votre disposition. L'idée d'aujourd'hui, c'est de vous dire comment nous réfléchissons et nous travaillons avec un certain nombre de nos clients le sujet de la sortie de crise en s'appuyant sur l'expérience salariée. Alors, j'ai juste un petit souci, me semble-t-il, de partage de documents. Je vais essayer de le remettre en place. Je vous demande un instant. C'est bon. Ok, parfait. Ça marche, super. Juste prendre quelques instants quand même pour se parler de la crise actuelle qui diffère quand même très sensiblement hein, de crises qu'on peut vivre par ailleurs en entreprise. Celle-ci a 3 temps. Ça, c'est assez classique. Une phase aiguë dont on est en train de sortir. Aujourd'hui, un enjeu pour les entreprises qui est de reprendre une activité, même si en mode extrêmement dégradé, au moins au début et pour un certain temps. Et puis, un retour à la normale, mais qui sera un retour à une normalité inédite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'une part, on ne sait pas quand on va pouvoir revenir à la normale, et d'autre part, on ne sait pas exactement quel est ce que sera cette normalité. Ce qui veut dire qu'évidemment, selon ces temps, il y a des enjeux différents. Pendant toute la phase aiguë, l'enjeu, il était évidemment d'éviter l'effondrement pour une entreprise. Aujourd'hui, il s'agit de voir comment sortir la tête de l'eau, comment reprendre pied. Et puis ensuite, il faudra pouvoir repartir de l'avant. En revanche, quelle que soit la phase, il y a une même nécessité qui est que comme on est vraiment dans l'incertitude et dans l'inconnu, à la fois en termes de timing et à la fois en termes de
situations auxquelles les entreprises peuvent être confrontées, il y a un enjeu extrêmement important qui est de pouvoir répondre très vite et du mieux possible à toute nouvelle situation qui pourrait survenir et à des situations qui peuvent être par ailleurs différentes d'un lieu de travail à l'autre. Je pense par exemple, mais il y a beaucoup d'exemples, hein, je pense par exemple aux sociétés d'intérim qui évidemment, selon l'endroit du territoire et selon les activités qui sont en train d'être réautorisées ou pas encore, doivent bien sûr apporter des réponses le plus locales possible. Et tout ça ne pouvant pas être piloté centralement ou en tout cas pas uniquement. C'est pour ça qu'on s'est dit que c'était intéressant de vous proposer cette approche en disant on s'appuie sur l'expérience salariée pour accompagner la sortie de crise. C'est dans le sens où vous allez avoir besoin de vous appuyer sur tous vos collaborateurs. Et tous vos collaborateurs étant entendu évidemment les collaborateurs de première ligne, les opérationnels qui vont être en permanence confrontés à un certain nombre de situations nouvelles, différentes, auxquelles il faudra qu'ils apportent des réponses et il faudra qu'ils aient les marges de manœuvre pour faire ça, mais aussi bien sûr vos fonctions support qui vont avoir un rôle de support, évidemment, de faire circuler les informations, c'est-à-dire que la réponse qui a été apportée à tel endroit, elle intéresse aussi tel autre endroit ou tel autre service, et donc il faut gérer la circulation des informations, des bonnes pratiques, etc. Et puis aussi parce que bien sûr certaines réponses n'ont pas lieu d'être réinventées sur tous les lieux de travail, et donc il y a aussi un intérêt à ce que les fonctions support apportent de la méthodologie, des modes de fonctionnement, etc. Aux opérationnels. Donc, en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment besoin de tous les collaborateurs. Du coup, notre proposition, à l'occasion de ce webinaire, c'est de vous proposer de regarder 3 sujets, parce que certes, les entreprises ont besoin de tous leurs collaborateurs en ce moment, mais par ailleurs, vous voyez bien quel type de secousse ou de bouleversement la crise du Covid produit, et vos collaborateurs eux-mêmes ont besoin de vous pour partie en tout cas, pour pouvoir se remettre en activité si leur activité a été arrêtée, ou poursuivre leur activité s'ils ont été mobilisés dans le premier temps de la crise. Donc, il nous semble qu'il est important de commencer par identifier quels sont leurs besoins et leurs attentes là, maintenant, tout de suite, pour pouvoir justement choisir comment vous voulez y répondre, selon quel timing, et les mettre tous dans les meilleures dispositions pour pouvoir engager avec vous la reprise d'activité et préparer ensuite la suite et le retour à la normale. Il y a un sujet de préparer vos managers. Évidemment, hein, quand on laisse des marges de manœuvre aux opérationnels, la ligne managériale devient absolument indispensable, puisque c'est la courroie de transmission, et c'est aussi ce qui permet à la fois l'horizontalité et la verticalité dans les pratiques professionnelles. Donc, il faut que vous puissiez vraiment compter sur eux, et donc ils ont besoin que vous les aidiez à se préparer aux situations qui vont se produire. Et puis, bien sûr, le sujet qui est d'engager le retour à la normale et qu'on verra aussi ensemble. Alors, concernant les besoins et les attentes de vos collaborateurs, c'est la partie sur laquelle je vous propose d'insister un peu plus longuement, en tout cas dans le cadre de la présentation. Et puis après, on pourra regarder la mise en œuvre de ça. Mais en tout cas, savoir un peu quelles sont les grilles d'analyse ou les grilles de compréhension qu'on peut utiliser aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe pour vos collaborateurs, et du coup ne pas être en réaction, ne pas être pris au dépourvu par rapport soit à certaines réactions, soit à certaines demandes, mais au contraire pouvoir s'y préparer et savoir à quoi répondre et comment y répondre. Alors,
De façon générale, sur les sujets d'expérience salariée, déjà, on sait que les collaborateurs ont deux besoins essentiels que chez Assemis, on résume avec les deux phrases que vous avez là sous les yeux, c'est-à-dire qu'un collaborateur a besoin de pouvoir donner le meilleur de lui-même au service d'un projet collectif. Ça, c'est vraiment fondamental en matière d'expérience salariée. Et puis, un deuxième besoin aussi vis-à-vis de son entreprise et de son employeur, qui est de pouvoir s'engager en confiance et d'en récolter les fruits. Ça, je vais passer assez vite. Parce que c'est vraiment quelque chose de très classique et de très standard en matière d'expérience salariée, et c'est réactualisé au moment de la crise. Donc, je pense que le plus utile pour nous, c'est de regarder plutôt ce qui se passe là aujourd'hui en temps de crise. Il va y avoir évidemment des interrogations ou des attentes supplémentaires. La première d'entre elles que vous avez évidemment identifiées tous concerne la sécurité. Ça, c'est majeur et à double titre, c'est-à-dire bien sûr la sécurité sanitaire, mais aussi la sécurité économique, qui vont être vraiment deux préoccupations de l'ensemble de vos collaborateurs. À la fois, dans le cadre de mon travail, est-ce que ce qui est mis en place me permet d'être assuré que je ne vais pas tomber malade, on va le dire rapidement comme ça, mais aussi qu'est-ce que fait mon entreprise pour faire en sorte que cette crise ne soit pas pardon, ne signifie pas la fin de notre entreprise, par exemple, ou des problématiques très importantes en termes de pérennité économique. Une deuxième attention, alors qu'on a vu passer dans les médias, mais qui est à prendre en compte. Il faut forcément faire le tri en fonction du climat social de votre entreprise, hein, mais qui pour autant, du fait que les médias ont quand même un rôle très normatif sur un certain nombre de sujets de préoccupation et qu'ils en ont beaucoup parlé ces derniers temps, mérite à notre sens d'être gardé en tête, qui est une attention particulière à une égalité ou une équité de traitement et au fait que les efforts vont être demandés à chacun à juste proportion de ce qu'il peut apporter. Vous l'avez vu comme moi dans les médias, notamment dès le début à propos des dividendes des entreprises, à propos de la rémunération des grands patrons, etc. En tout état de cause, alors ce sera pas le sujet du jour. Si ça intéresse certains d'entre vous, je peux vous renvoyer par exemple aux travaux du sociologue François Dubet sur le rapport aux inégalités aujourd'hui en France, qui est très éclairant sur ces sujets-là. Mais en tout état de cause, on a vu depuis ces dernières années que le rapport aux inégalités se modifiait très significativement dans la société française et du coup y compris dans les entreprises, et ça ce sera un vrai sujet, c'est-à-dire que le simple soupçon d'inégalité dans certains environnements de travail peut déclencher des démobilisations fortes des collaborateurs et ce serait vraiment très dommageable. Et puis le troisième sujet qui est un peu moins important, mais qui peut être typiquement une surprise pour certains managers. Globalement, tant qu'on ne l'a pas vécu directement, c'est pas forcément quelque chose auquel on pense. Mais vos collaborateurs, ils avaient des engagements oraux de votre part, il y avait des choses qui étaient engagées. Ça peut être un de vos collaborateurs dont la famille habite à l'autre bout du monde et qui tous les 2 ans a négocié le fait de pouvoir partir un mois complet à Noël en vacances pour retrouver sa famille. Et il sait bien que c'est pas le sujet du jour, mais pour lui, ça reste une préoccupation. Et donc, il y a un moment où il va, à minima, s'informer pour vérifier que tout ça n'est pas oublié et qu'on pense bien aussi, par exemple, pour lui, à valider le fait qu'il pourra bien partir en vacances dans sa famille à Noël. Ça peut être évidemment toute une série de choses, mais en tout cas, vos collaborateurs vont avoir besoin d'être rassurés sur le fait que certes, là, il y a les impératifs du moment, les urgences du moment, mais que bien sûr, ça ne fera pas oublier les autres sujets qui sont aussi importants pour eux. Voilà un peu une présentation, j'allais dire, assez générale
ce qui mérite d'être regardé concernant les attentes et les besoins de vos collaborateurs, ce que je vous propose, c'est de rentrer un peu dans le détail de comment faire un état des lieux et comment être plus précis et plus adapté à votre propre contexte en termes de besoins de vos collaborateurs et d'attentes de vos collaborateurs. Selon nous, il y a deux choses qui méritent d'être regardées. La première chose, je rentrerai plus dans le détail dans quelques instants, mais la première chose, c'est ce qui s'est passé pour votre entreprise, c'est-à-dire à la fois ce que la crise a fait à votre entreprise, mais aussi la réaction de votre entreprise dans ces premiers temps de la crise, dans l'entrée dans la crise, d'une part, et puis dans la phase aiguë dont on est en train de sortir d'autre part, et quelles sont les répercussions possibles de ça, qu'est-ce que ça affecte à vos collaborateurs, à la fois ce qu'ils ont perçu de la crise et de la situation dans laquelle elle mettait votre entreprise, mais aussi de la façon dont, par exemple, l'équipe de direction a réagi à la crise. Tout ça a pu susciter des attentes, des doutes, des interrogations, des malentendus, et il est intéressant de faire un retour sur ce temps 1, de regarder les choses très tranquillement dans les périodes de crise. Vraiment, le mot d'ordre et le mot-clé, c'est le droit à l'erreur. On peut évidemment largement se tromper et commettre des erreurs quand on est dans une équipe de direction et qu'on a ce genre de crise à gérer. Donc, en revanche, l'exercice de regarder posément et tranquillement ce que tout ça a fait aux collaborateurs pour voir s'il y a des choses à corriger, à rectifier, des informations à passer, etc., nous semble être une phase importante. Et puis, il y a un deuxième sujet qui, là, pour le coup, concerne vos équipes et vos collaborateurs. Chacun a vécu cette crise aussi de manière évidemment très personnelle, voire très intime. Chacun a vécu une expérience tout à fait différente, et vous allez voir revenir dans les lieux de travail et dans vos communautés de travail des collaborateurs qui ont vraiment vécu des choses extrêmement différentes les uns des autres, avec certains des besoins de réassurance, d'autres des besoins de soutien, qu'il est intéressant de regarder en amont pour pouvoir justement réfléchir aux dispositifs que vous pouvez mettre en place, là encore pour les aider à se réinstaller dans une communauté de travail et à se réengager dans la reprise d'activité d'abord, puis dans la préparation de l'avenir ensuite. Si je rentre un peu dans le détail du temps 1 de la crise et du retour d'expérience à faire sur ce temps 1, alors ça c'est un cadran qu'on utilise sur lequel je vais passer vite parce que c'est pareil, ça c'est notre cadran standard, j'allais dire, de l'expérience salariée. Ce qui est intéressant, c'est de regarder comment il se réactualise sur le temps de la crise. Première chose concernant des sujets du rapport à l'entreprise au sens de qu'est-ce que ça me fait et quelle image est-ce que je suis en accord avec les valeurs de mon entreprise, quelle image ça me renvoie de moi de travailler dans telle ou telle entreprise, etc. Là, pour le coup, les premières semaines de l'entrée dans la crise vont réactualiser un certain nombre de sujets pour vos collaborateurs, notamment sur des sujets de confiance dans l'entreprise et dans son équipe dirigeante. Pour vous donner quelques exemples de ce qu'on a vu ces derniers temps, on a par exemple le cas alors c'est une administration, mais vraiment ça aurait pu être n'importe où en fait, du moment où les collaborateurs ont été soit mis en télétravail, soit mis en chômage partiel, et ils n'ont plus du tout eu de nouvelles de leur management, et ils se sont sentis absolument livrés à eux-mêmes. Encore une fois, c'est des choses qui arrivent parce que dans ces moments de crise, on court partout, on a énormément de choses à faire, et on peut ne pas se rendre compte que finalement le maintien d'un minimum de contact avec ses collaborateurs est tout aussi important pour préparer la suite que ce qu'on est en train de faire à très court terme. Simplement, si cela s'est produit soit dans certains services, soit dans une entreprise dans sa globalité, alors il faut le regarder et il faut
choisir le moyen d'une certaine façon de réparer ça. On a un peu la même chose, ou en tout cas on a eu le même risque, on l'a vu dans les associations qui sollicitent beaucoup de bénévoles, qui ont à la fois des bénévoles et des permanents, et où effectivement du coup les permanents se sont engagés à fond dans la gestion de la crise, et il y a parfois eu des coups de fil de bénévoles qui avaient des questions ou qui voulaient proposer leurs services et à qui on n'a pas vraiment eu le temps de répondre, qui du coup se sont sentis écartés, ont eu l'impression que dans les moments essentiels finalement eux n'étaient pas très importants. Donc en tout cas c'est important de regarder ça pour là encore pour voir ce qui doit être fait ensuite pour pouvoir corriger le tir si jamais il y a eu des erreurs ou des maladresses de commises. Un deuxième sujet, toujours par rapport à ce qui s'est passé et dans votre entreprise et ce qui peut susciter des interrogations, il y a évidemment le sujet des parcours collaborateurs au sens de quelles sont mes perspectives professionnelles au sein de l'entreprise, est-ce qu'elles sont attractives, est-ce qu'elles sont mobilisatrices, etc. Là, pour le coup, on est sur des interrogations très ponctuelles qui sont liées aux changements qui interviennent ou aux changements qui vont intervenir. Typiquement, j'étais inscrit à une formation certifiante parce que cette formation est la condition, je pense notamment par exemple beaucoup au secteur du transport, il y a des formations qui sont la condition pour être titularisé sur certains postes, y compris des postes de manager. J'ai été inscrit. Est-ce que ce qui est en train de se passer va remettre en cause mon inscription à la formation, donc ma possibilité à terme d'être titularisé sur un poste de manager? C'est évidemment un sujet pour vos collaborateurs. Je vous fais une précision par rapport à ça. Je pense que là, les exemples que vous m'entendez donner, c'est des choses qu'on voit tout le temps en entreprise. Il y a toujours quelqu'un qui se pose une question sur sa formation, quelqu'un qui se pose une question sur telle décision de l'entreprise, etc. Là où ça nous paraît important de le regarder de cette façon-là aujourd'hui, c'est que là, pour le coup, tous vos collaborateurs ou presque vont se poser ce genre de questions et qu'il va y avoir un effet masse auquel il est important justement de se préparer en ayant déjà réfléchi au dispositif. Je vous parlerai éléments de communication par exemple tout à l'heure. Je pense qu'avoir un temps d'avance, c'est-à-dire savoir quel type de questions se posent vos collaborateurs, sur quoi ils vont venir vous interpeller et leur montrer par ailleurs que vous n'êtes pas qu'en réaction par rapport à leurs demandes ou à leurs questions, mais que vous prenez les devants parce que vous savez que c'est important pour eux, c'est quelque chose qui, dans la période actuelle, nous semble important. Voilà. Mais encore une fois, la plupart des sujets que j'évoque sont des sujets que vous avez déjà forcément rencontrés dans vos parcours professionnels parce que bien sûr que ça arrive de manière très régulière, mais ponctuellement, là, vous risquez d'avoir ça pour tous vos collaborateurs d'un coup. Concernant les relations de travail, là, pour le coup, il va y avoir des sujets, alors qui sont là, éventuellement, quand même un peu spécifiques à la situation, ou en tout cas à la gestion de crise, et une crise qui dure longtemps. C'est que les places et les rôles sont redistribués pendant la crise. Il y a des choses qu'on arrête de faire. Il y a des gens qui font plus que ce qu'ils faisaient. Là, en plus, avec le confinement, il y a des gens qui ont été sortis des lieux de travail, qui sont restés chez eux, et du coup, on s'est substitué à eux. Enfin voilà, tout ça a été beaucoup redistribué. Et je peux prendre l'exemple des supermarchés ou des hypermarchés. Où effectivement, dans ces configurations-là, et ben notamment tout le personnel qui est habituellement dans les bureaux va venir donner un coup de main en réception, va venir en caisse aussi, parce que évidemment que en plus pendant ces périodes-là, ben, on a plus d'absentéisme. Il y a tous les gens qui n'ont pas pu venir pour des problématiques de garde d'enfants. Il y a les gens qui ont eu des soucis de transport aussi. Il y a bien sûr des gens qui ont été malades. Enfin voilà. Donc en fait, on gère ça au mieux pendant la crise pour faire en sorte que ça marche. Chacun sort un peu de son rôle, les façons de travailler ensemble sont redistribuées, et du coup il y a forcément une interrogation pour la suite qui va être que finalement les gens
ils trouvent aussi leur compte dans ces modes de fonctionnement-là parce qu'on se retrouve à travailler avec plus de monde, on est branché sur l'essentiel, on a des buts communs. C'est finalement aussi assez fédérateur, une crise, puisqu'on a tous le même but qui est de faire que ça marche. Et du coup, vous allez forcément avoir des interrogations de l'ordre, est-ce qu'on va nous demander de nous remettre chacun à notre place demain, ou est-ce qu'on va quand même pouvoir continuer à travailler un peu différemment ensemble et parfois à sortir les uns et les autres de notre rôle pour le bénéfice de l'activité, pour le bénéfice de nos clients. Voilà, il y aura forcément ça. Il y aura bien sûr aussi des enjeux managériaux, notamment, mais je les ai déjà évoqués, si à certains endroits, certains de vos managers ont commis des maladresses, pris qu'ils étaient par l'urgence de la crise et en oubliant que leurs collaborateurs avaient aussi besoin d'eux. Et puis, le dernier sujet, qui concerne l'expérience du travail. Alors là, ce sont des interrogations pour la suite, dans le sens où vous allez avoir des collaborateurs, typiquement dans les exemples qu'on voit là en ce moment, un grand service public qui a mis en place un lab digital, et donc il y a des collaborateurs qui viennent de rejoindre ce lab. Et qui se disent que peut-être que finalement tout ça va être mis en stand-by, et donc est-ce que mon métier continue demain? Est-ce que ces gens-là ont suivi des formations pour pouvoir intégrer le lab? Est-ce que finalement on va poursuivre ça, ou est-ce qu'on va leur demander de revenir sur leur poste précédent? Est-ce que les métiers auxquels ils se sont formés vont continuer d'exister dans l'entreprise? Sur des choses aussi extrêmement pratico-pratiques, typiquement, je pense à un chef d'équipe là qui travaille pour le nucléaire, et il se trouve que il vient d'obtenir ou il venait d'obtenir une autorisation d'investissement parce que sur certains postes de travail il y a de la buée, et ses collaborateurs sont très gênés pour faire des gestes extrêmement précis qui sont évidemment nécessaires dans le nucléaire. On voit bien pourquoi, et on voit bien comment ça peut stresser des collaborateurs s'ils se disent que la buée va les faire se tromper sur leurs gestes. Et donc évidemment que ce chef d'équipe, une de ses interrogations rapidement, ça va être de savoir si la décision d'investissement est maintenue, ou s'il va devoir à nouveau faire patienter ses collaborateurs sur ce genre de sujet. Voilà pour un panorama un peu rapide de ça. Du côté de vos collaborateurs, vous allez avoir effectivement différentes situations. Alors qu'on a rangées dans des typologies, mais enfin voilà, c'est vraiment des typologies qui aident à la réflexion, hein, pas plus que ça. Les fatigués, je pense que vous avez des exemples très précis en tête, et on en a tous. Et les premiers parmi ceux-là, c'est évidemment les gens qui ont à gérer la crise. Qui du coup passent aujourd'hui leur journée, voire leur nuit, dans des cellules de prise de décision de crise, puis ensuite auprès de leurs équipes pour la mise en œuvre, et qui savent par ailleurs que là déjà ils sont fatigués, mais que au demeurant, évidemment qu'ils vont être tout autant sollicités au moment de la reprise d'activité, et que par ailleurs, pour une partie d'entre eux, en tout cas, l'été va être consacré à travailler sur des dossiers de plans d'économie qui vont être présentés en septembre, que donc l'été ne sera pas forcément non plus un temps au cours duquel ils vont pouvoir se reposer, et que si effectivement il y a des plans d'économie qui sont présentés en septembre, il va falloir aussi qu'ils soient très présents pour accompagner les annonces, pour accompagner la mise en œuvre. Donc voilà, il y a comme ça des équipes qu'il faut regarder sous l'angle de la fatigue, parce que il faudra trouver des réponses, et on ne va pas pouvoir juste se dire que il y a des gens qui vont être très fatigués et qui vont l'être de plus en plus dans les mois qui viennent. Une deuxième typologie de collaborateurs, là encore en fonction des situations, bien sûr. L'idée, c'est justement de regarder un peu dans les entreprises quelles sont les situations majeures auxquelles vous allez être confrontés. Il y a ceux qui sont angoissés. Pour vous prendre un exemple très rapide, dont on a parlé récemment, qui est celui des abattoirs. Alors pour le coup, pour avoir vu de l'intérieur comment ça fonctionne dans un abattoir,
laboratoire, les conditions sont vraiment dures pour les ouvriers. Le métier est dur, il fait chaud, il y a du bruit, il y a de l'humidité. Enfin voilà, on est vraiment dans des métiers pas faciles. Et si en plus on ajoute à ça le fait qu'il y a un risque significatif d'être contaminé quand on travaille dans les abattoirs, là pour le coup on voit bien comment ça ferait un vrai sujet que l'entreprise doit traiter, parce que sinon les collaborateurs ne sont évidemment pas en capacité de travailler au mieux et de participer au mieux à la reprise ou à la poursuite de l'activité. Autre catégorie, les ébranlés, les gens que cette situation oblige à se réinterroger, soit sur l'utilité de leur fonction, soit sur leur capacité à poursuivre dans cette fonction. Si je vous prends deux exemples très rapides, dans les entrepôts de logistique alimentaire, il y a habituellement des contrôleurs qualité à qui, bien sûr, on a dit que là, en ce moment, ça n'était pas le sujet, puisque le sujet, c'est de livrer le plus vite possible les magasins, y compris si toute la marchandise n'est pas disponible, et que, par ailleurs, si telle référence de pâte n'est pas disponible en entrepôt, c'est pas très grave, on va mettre telle autre référence, et que l'essentiel, c'est que le magasin ait des pâtes à proposer à ses clients. Donc du coup, typiquement, c'est le genre de fonctions qui sont pour l'instant écartées des situations opérationnelles, à qui éventuellement, enfin qui ont dû entendre 2-3 discours pour dire que voilà, ils servaient à rien, et que donc et qu'ils étaient même une gêne à travailler, et que donc il fallait que qu'ils restent chez eux. Pas du management, hein, mais je pense que vous savez comme moi comment on se parle entre opérateurs et opérationnels, et qui se réinterrogent, c'est-à-dire est-ce que finalement on va rester comme ça, ou est-ce que à un moment donné on va se redire que c'est important le contrôle qualité dans les entrepôts alimentaires. Vous avez entendu comme moi, au moins dans les médias, et on l'entend bien sûr en ce moment dans les hôpitaux, la stigmatisation des entre guillemets gestionnaires, c'est-à-dire que effectivement, et c'est vrai, ce qui a permis aux hôpitaux de passer le cap de la crise, c'est le fait que les soignants ont repris la main sur le fonctionnement de l'hôpital. Il ne faudrait pas que du coup on en arrive à la conclusion que les gestionnaires sont inutiles et qu'ils n'ont plus leur place. Pour autant, là maintenant tout de suite, certainement qu'une grande partie d'entre eux s'interrogent sur le sens et l'utilité de leur travail. Autre profil de collaborateurs qu'on a appelé les blessés. Alors là, pour le coup, je pense que on a malheureusement tous dans nos entourages proches ou un peu plus éloignés des gens qui ont vécu des situations affreuses dans les 2 mois qui viennent de passer, soit parce qu'ils étaient malades, soit parce qu'ils ont connu des deuils avec l'impossibilité d'assister aux obsèques ou de vraiment accompagner le décès de la personne. Vous avez entendu tous comme moi à quel point les violences intrafamiliales ont augmenté aussi dans la période. Statistiquement, dans vos entreprises, il n'y a aucune raison que tout le monde soit épargné de ça. Et donc, effectivement, il faut aussi réfléchir à l'idée d'avoir des collaborateurs qui vont revenir et qui seront vraiment en mauvais état du fait de ce qui s'est passé dans ces 2 mois. Et puis, dernière typologie, en tout cas dans notre proposition, ceux qui sont galvanisés. Voilà, pour vous donner un exemple, je pense notamment là dans un grand restaurant, enfin un grand, en tout cas par le volume d'activité, où en fait la conjonction d'aléas a fait que un des serveurs s'est retrouvé à proposer de faire un équivalent drive pour le restaurant pour maintenir un semblant d'activité. Et puis en fait, il s'est retrouvé à prendre les choses en main, à tout organiser. Il est même allé voir dans le supermarché d'à côté pour voir comment il faisait le drive, poser des questions. Enfin voilà. Et il s'est lui-même pris au jeu. Il s'est découvert des capacités qu'il n'imaginait pas forcément. Et il y en a eu dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les entreprises. Il faudra évidemment tenir compte de ces gens-là, à qui on va pas pouvoir juste expliquer qu'ils reprennent leur place et que ce qu'ils ont découvert d'eux-mêmes et les envies qu'ils ont d'en faire plus dorénavant n'auraient pas leur place dans votre entreprise.
Voilà rapidement pour ce qui peut être utilisé pour faire l'état des lieux des besoins et des attentes de vos collaborateurs. Et du coup, ensuite, une fois que ce travail est fait, là, normalement, vous êtes correctement outillé pour choisir ce que vous allez mettre en place et selon quel timing. Vous allez identifier des choses qui sont très urgentes, d'autres qui le sont moins. Quoi qu'il en soit, je serais assez partisane de vous conseiller de réfléchir à un plan de communication à ce sujet-là, en disant justement qu'il y a des choses qui vont se mettre en place tout de suite et puis d'autres qui vont se mettre en place plus tard. Vos collaborateurs sont tous en capacité d'entendre que dans une période telle qu'on la vit aujourd'hui, il n'y a évidemment pas la place pour tout faire en ce moment et que par ailleurs, les moyens et les énergies doivent être mobilisés sur la reprise d'activité et que donc, évidemment, que dans un premier temps, les dispositifs que vous allez mettre en place vont être des dispositifs qui consomment le moins de moyens possible, le moins d'énergie possible avant de pouvoir faire d'autres choses. D'ailleurs, c'est aussi dans cet esprit-là que qu'on a conçu cet état des lieux que je viens de vous présenter. C'est-à-dire, l'idée, c'est de faire quelque chose qui aille vite, qui se passe en 15 jours, qui mobilise peu de monde, mais qui permette quand même d'avoir une vision complète de ce qui se passe. Dans les réponses que vous pouvez apporter à vos collaborateurs. Alors, déjà, la suggestion que je vous ferais bien, c'est de privilégier plutôt les dispositifs collectifs. Parce que si vous faites de l'individuel, vous voyez bien que vous allez avoir un puzzle dont vous allez jamais réussir à réunir les pièces et auquel il sera impossible de répondre. Et par ailleurs, parce qu'il y a des choses qui concernent des corps de métier, vous allez avoir des choses qui concernent les fonctions support, des choses qui concernent les opérationnels, des choses qui concernent vos managers. En tout cas, de le réfléchir plutôt sous cet angle-là. Et en revanche, bien sûr, par exception, un soutien notamment aux individus, mais aussi aux équipes, qui peut être un soutien psychologique. Donc, soit vous avez déjà des dispositifs, vous faites appel à des cabinets de prévention des risques psychosociaux, auquel cas, certainement qu'ils peuvent vous aider là-dessus. Sinon, il y a bien sûr les urgences psychiatriques dans tous les hôpitaux qui savent aussi intervenir en entreprise. Ça peut être un soutien matériel. Hein, vous pouvez avoir des gens qui ont besoin d'être dirigés vers les assistantes sociales. Il peut y avoir aussi des sujets sur les émotions, la remédiation, vraiment dans les équipes qui ont été très dégradées par la distance, justement quand il y a eu des maladresses de managers. Un vrai travail de professionnels de remédiation qui répare les relations sans pour autant clouer au pilori le manager, ce qui le mettrait dans l'impossibilité ensuite de refaire vraiment sa fonction de manager. Enfin voilà, tout ça se travaille. Et puis un dernier sujet qui est très important, qui est évidemment pas tout de suite parce que là l'équipe de direction et l'équipe qui gère la crise, elle a besoin d'être totalement focalisée sur ce qu'elle fait pour l'entreprise. En revanche, c'est généralement ce qui est oublié par les entreprises dans la gestion de crise parce que finalement, au bout d'un moment, on passe à autre chose. Pour autant, les équipes de direction qui gèrent la crise ont besoin à un moment donné, elles aussi, d'être intégrées dans un dispositif qui soit collectif, soit individuel, peu importe, mais qui permet d'évacuer tout ce qui a été emmagasiné comme stress, comme émotion, comme fatigue, etc., durant tout le temps de la gestion de la crise. Voilà pour cette première partie qui est, j'allais dire, le court terme. La suite va aller beaucoup plus vite et donc on va pouvoir quand même garder quelques minutes pour vos questions. Préparez vos managers. Là, l'idée, c'est juste que on est dans une situation inédite. Peut-être par ailleurs que dans vos entreprises, vous avez culturellement des managers qui étaient plutôt de très bons techniciens, de très bons experts et qui sont devenus managers parce que c'était le cours habituel de la progression professionnelle, mais qui pour autant sont pas des managers très aguerris au sens
en dehors de leur expertise et de leur connaissance du métier. Quoi qu'il en soit, c'est important que ils soient un peu préparés. Là encore, sur des dispositifs courts, parce que on est quand même en période de gestion de crise avec des moyens à mobiliser sur d'autres sujets. Donc il faut faire court, mais il y a quand même, me semble-t-il, des choses à faire. Il faut qu'ils sachent à quoi s'attendre. Typiquement, les quelques sujets que je vous ai évoqués jusqu'à présent. Il faut qu'ils sachent aussi ce qui est attendu d'eux et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'un manager, il n'est pas psychologue, il n'est pas assistante sociale, il n'est pas, enfin voilà, il est manager. Donc, vous êtes bien sûr fondé à lui demander de jouer pleinement son rôle de manager. En revanche, sur certains sujets, il faut qu'il sache que ça n'est pas à lui d'intervenir, que lui doit savoir en revanche à qui passer la main, vers qui se tourner. Et puis, il faut aussi qu'il ait des petits temps pour identifier ce sur quoi il doit réfléchir, ce sur quoi il doit se préparer, à quelles questions je peux être susceptible de devoir répondre, quelle va être ma communication, typiquement et tout bêtement, quels vont être mes premiers mots le jour où on va se retrouver à nouveau tous ensemble. Enfin voilà, qu'en tout cas, il y ait ces temps pour vos managers pour pouvoir préparer cette reprise d'activité et faire en sorte qu'elle se passe suffisamment bien pour que ensuite les équipes soient pleinement engagées au service de la reprise d'activité et pour préparer le retour à la normale. Dernier point donc, engager le retour à la normale. Alors là encore, très rapidement, l'idée de vous proposer de réfléchir à ça tout de suite, c'est de dire que on va tous avoir besoin de sortir de cette crise par le haut. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que toutes vos organisations, toutes vos pratiques managériales, toutes vos pratiques collaboratives, ou en tout cas dans la plupart des entreprises, vont avoir été chamboulées pendant la période de la crise. Il sera impossible de laisser ça en statu quo, parce que par ailleurs, vous mobilisez des moyens exceptionnels, vous faites du dérogatoire, et donc il y a bien un moment donné où il va falloir revenir à de l'ordinaire. En revanche, il vous sera vraisemblablement pas possible non plus de revenir au point de départ, d'abord parce que les situations auront beaucoup changé, et ensuite parce que vraisemblablement vos collaborateurs n'auront pas du tout envie de ça. Donc ça, c'est la première chose qui fait que vous avez un vrai intérêt à commencer à réfléchir assez rapidement sur ce que vous allez ensuite proposer à vos collaborateurs, notamment du point de vue des organisations et du point de vue du management. Vous avez aussi des enjeux de création de valeur. Je vois que je suis très en retard et que j'ai débordé comme d'habitude, donc cela je les laisse et puis on verra si vous avez des questions à ce sujet-là. Et puis le dernier point qui me semble important concernant la nécessité de regarder comment sortir de la crise par le haut, c'est de pouvoir proposer un projet porteur à vos collaborateurs. Là, on tient tous sur l'adrénaline en ce moment. Et on va encore réussir à tenir, parce que l'enjeu, c'est quand même des enjeux de survie d'entreprise. Donc, évidemment que tout le monde tient dans ces cas-là. Pour autant, au moment où la sortie de crise va se profiler, normalement, on va tous avoir un moment d'essoufflement, de démobilisation. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, surtout, c'est que là, on est quand même dans une situation où un virus a décidé pour nous de tout ce qui allait nous arriver. Décide pour nous de si on peut travailler ou si on peut plus travailler, décide pour nous des gens qu'on peut voir, des gens qu'on ne peut plus voir, etc., etc. Le fait de tout de suite proposer à vos collaborateurs de s'engager dans un projet qui est on prépare demain et on le prépare ensemble. D'une part, ça passe le signal que vous n'allez pas faire que subir la crise et que vous commencez tout de suite à voir comment vous allez reprendre la main et que par ailleurs, vous proposez à vos collaborateurs de le faire avec vous et donc eux aussi de pouvoir reprendre la main sur un certain nombre de choses qui leur arrivent, ce qui clairement va faire du bien à tout le monde puisque aujourd'hui, on est quand même dans quelque chose de très inédit sur le fait que finalement, on ne décide de plus rien ou presque de ce qui nous arrive en ce moment. Très rapidement, pour choisir ce que vous allez proposer et comme demain en termes d'expérience salariée, il y a différents leviers mobilisables. Retour d'expérience sur ce qui s'est passé pendant la crise, des dispositifs d'écoute. Vous pouvez aussi décider d'écrire avec vos collaborateurs ce qu'on appelle une ambition de marque employeur. Vous pouvez aussi
puisque c'était un sujet avant la crise pour un certain nombre d'entreprises, choisir de travailler ça au travers de votre raison d'être. Et puis, il y a ensuite des leviers pour mettre ça en œuvre, sur lesquels je vais passer du coup très très vite. Pardon pour ne pas respecter le timing. Je pense que vous avez quand même intérêt à regarder des sujets d'empowerment, de remaniement de votre organisation. Alors ça dépend où vous en êtes aujourd'hui, mais c'est vrai que tous les sujets de pyramide inversée, d'empowerment, de redonner des marges de manœuvre, de redévelopper le pouvoir d'agir, etc., sont certainement des sujets intéressants à travailler si vous n'êtes pas déjà engagé dans cette direction-là, notamment pour le sujet de la création de valeur que j'évoquais tout à l'heure, évidemment des enjeux de simplification, et puis après, encore une fois, hein, selon ce que vous souhaitez faire, du travail sur vos pratiques managériales, votre ligne managériale, votre ligne éditoriale managériale, et puis bien sûr les pratiques collaboratives qui ont été pas mal abîmées, je trouve, ces dernières années. On s'est beaucoup focalisé sur des pratiques individuelles et du coup, là, profiter de ce temps-là pour se dire qu'on réengage des pratiques collaboratives. Voilà, je me dis que ça pourrait être pas mal. Voilà pour ce que j'avais à vous proposer et du coup, je suis à votre disposition pour les questions si on a encore un peu de temps, Camille. Merci beaucoup à toi, Noémie. C'est évidemment très difficile de tenir le timing quand il y a autant de sujets sur la table. Donc, on a eu quelques questions donc, que je vais parcourir avec vous si vous avez encore un peu de temps. Donc, il y a Alain qui nous demandait, donc, pour répondre à cet effet majeur dont on parlait, ne nécessiterait pas plutôt une réponse d'un DRI et d'un management de proximité que seulement des managers seuls. Donc, ça, c'était une question lorsque tu en fait expérience salariée, marque employeur, expérience du travail. Ah oui, oui, là, tout le monde est engagé là-dedans. Bien sûr, absolument. En revanche, il me semble que sur ce temps précis de la crise, où il faut faire vite et mobiliser peu de moyens, on sort un peu de ce qu'on propose nous dans un cadre classique d'expérience salariée, qui est effectivement de mobiliser tout le monde. Il y a des sujets qui relèvent de l'équipe de direction, des sujets qui relèvent plus particulièrement de la DRH, des sujets qui relèvent de la ligne managériale. Donc habituellement, vraiment, on couvre quasi toutes les fonctions de l'entreprise, voire toutes les fonctions de l'entreprise. Là, on est sur un sujet où on se dit que ce qui est bien, c'est allez, on va dire en 15 jours, les entreprises aient fait leur état des lieux. Donc forcément, on resserre le sujet pour aller vite dans l'état des lieux. Ok, merci beaucoup. Donc il y a deux questions qui sont notamment sur les plans sociaux, les projets porteurs. Donc Béatrice, peut-on réellement proposer un projet collectif porteur quand on sait qu'il y aura une restructuration dans l'entreprise? Et Armel parle de quel projet porteur quand on sait que les emplois sont en jeu? Oui, c'est une vraie difficulté, effectivement. Pour autant, je trouve que ça rend d'autant plus important le fait d'avoir un projet porteur. Il se trouve que je travaille là depuis quelques mois avec une entreprise qui a fait ça. Alors avant la crise, mais justement sur une restructuration. Et qui l'a fait très très bien. C'est assez admirable ce qui a été fait. Alors, je leur ai pas posé la question, du coup, je vais pas m'autoriser à les citer. Les deux ont été menés de front, ce qui fait que aujourd'hui, où ils sont sortis de la phase restructuration, les équipes qui sont toujours présentes sont des équipes qui sont pleinement partantes, pleinement engagées et qui ont trouvé de quoi maintenir leur mobilisation au service de l'entreprise durant tout le temps et qui ont très envie par ailleurs de servir le projet qui leur avait été proposé. C'est difficile à faire, hein, c'est-à-dire que ça s'organise, ce sont y compris des émotions très différentes, hein, quand on a en tant que dirigeant à piloter les deux.
on voit bien comment, enfin, je pense que tous ceux parmi vous qui avez eu à mener des restructurations, vous savez bien à quel point c'est plombant et à quel point ça consomme de l'énergie et que par ailleurs, ça n'est pas du tout la même énergie que celle qu'on met justement à embarquer dans une équipe dans un projet porteur. Pour autant, c'est vrai que c'est ce qui vous garantit au mieux le fait de sortir de la crise en ayant gardé des équipes qui vont avoir envie, qui vont être mobilisées, qui vont et par ailleurs, ça va aussi faire du bien à vos équipes, en tout cas celles qui restent, parce que on va évidemment pas se voiler la face sur ce que ça va faire aux collaborateurs qui perdent leur emploi. Mais la nécessité, sous réserve d'arriver à bien l'organiser parce que c'est quand même un peu engageant comme démarche, mais si possible, c'est une bonne idée de faire ça. Et voilà, moi j'en ai vu récemment les résultats, comme je vous l'évoquais, et franchement c'est très bluffant. Quel projet porteur? Moi, ma suggestion, elle est justement de capitaliser sur ce qui s'est passé pendant la crise, alors qu'il faut régler, notamment parce que je pense qu'il y a un certain nombre de fonctions qui se sont senties exclues de la gestion de la crise et qu'il faut réintégrer dans la communauté de travail, mais proposer à vos collaborateurs de travailler avec eux sur ce que vous allez faire demain et comment vous allez le faire demain, pour moi, c'est un projet extrêmement porteur. On le travaille habituellement sous d'autres formes, sous la forme de retrouver la fierté de son métier et de la mission de son entreprise ou de son administration. Enfin voilà, c'est des projets qui sont extrêmement mobilisateurs et qui font vraiment du bien aux collaborateurs. Il se trouve que par ailleurs, c'est utile en entreprise d'associer les collaborateurs à la réflexion sur comment on veut travailler demain et comment on veut travailler ensemble demain. Donc, non seulement je pense que c'est souhaitable et en plus, c'est faisable. Ok, merci. Il y a encore des questions sur la mobilisation et l'engagement. Donc, quelle technique pour engager donc, les collaborateurs? Est-ce que c'est déjà trop tard? Il y a également une question de Ricardo, la question des agents de la fonction publique en autorisation spéciale d'absence. Comment les remobiliser donc après des longues périodes d'absence? Oui, absolument. Alors, c'est pas trop tard. C'est-à-dire que de toute façon, là, je pense que, enfin, quand on est au travail, on est entre professionnels, donc entre adultes. Hein. Donc, les collaborateurs sont évidemment en capacité de comprendre ce qui se passe, de comprendre qu'on a des priorités, qu'il y a des urgences, qu'il y a des arbitrages à faire. D'où en revanche la précision que je faisais sur la communication, c'est bien quand même de prendre les devants et de leur dire ok, là on est dans les urgences, mais ne vous inquiétez pas, il y aura une suite et on a déjà identifié un certain nombre de sujets à travailler. Donc il n'est pas trop tard, il suffit, voilà, il y a des sujets qui en revanche, à mon sens, sont engagés on va dire dans les semaines qui viennent. Et puis d'autres sujets qui peuvent l'être un peu plus tardivement, mais sur lesquels on peut quand même communiquer en disant on sait qu'on vous dit déjà qu'on fera ça ensemble. Ça c'est la première chose. La mobilisation et l'engagement, alors ça fait partie des choses qui sont vraiment fondamentales en matière d'expérience salariée. C'est pour ça qu'au début de la présentation, j'avais remis les besoins essentiels des collaborateurs, crise ou pas crise. En fait, la mobilisation et l'engagement, quel que soit le secteur, et y compris dans la fonction publique, contrairement parfois aux messages qu'on véhicule à leur encontre, elle préexiste et elle existe. C'est-à-dire que et puis nous, on le voit bien aussi dans nos interventions de cet ordre-là, c'est-à-dire que, y compris les gens qui ont un peu baissé les bras, un peu lâché l'affaire, si on leur propose justement de reprendre la main sur leur métier, de retrouver de la fierté sur leur métier, voire même de retrouver du sens dans leur fonction, d'être en capacité de voir à quel point ils sont utiles. On va dire que les 95% des collaborateurs se remobilisent. Bien, évidemment, on est sur de la science humaine, donc sur des sciences humaines, donc on n'est jamais à 100%, mais
Donc du coup, l'engagement, la remobilisation, bah, c'est y compris quand les gens ont été à distance. Alors déjà, il faut peut-être faire un premier point avec eux sur bah, qu'est-ce que ça a fait la distance et qu'est-ce que ça a fait justement sur notre engagement et sur notre mobilisation. Encore une fois, on est entre professionnels, donc on peut se dire qu'on traite le sujet ensemble. On n'est pas obligé de réfléchir à la place de nos collaborateurs. On peut aussi ouvrir cet espace-là comme étant un objet de travail avec les collaborateurs. Voilà, le travail à distance, voire même pour certains la cessation d'activité, a forcément produit des effets. Regardons ensemble ce que ça a produit et surtout travaillons ensemble sur qu'est-ce qu'on va faire qui va nous permettre de repartir de l'avant. Puis après, bon, il y a bien sûr d'autres choses à faire, justement sur donner à voir l'utilité des métiers, donner à voir, réengager la fierté du travail bien fait. Enfin voilà, il y a un certain nombre de sujets comme ça, mais il y a vraiment aucune impossibilité à faire ça. Bon, je suggère une dernière question parce que le temps il file. C'est une question qui est plutôt sous l'angle des salariés. Donc, il y a une question de Alain. Donc, comment être force de proposition en tant que salarié et que ce type de projet en général est plus à l'intention des managers ou des directeurs? Et il y a également une autre question qui est un petit peu dans cet ordre-là. C'est comment faire quand pendant la crise, l'équipe, donc les salariés ont mobilisé sur des projets structurants et comment faire que dès demain, l'activité reprenne sur des activités plutôt habituelles. C'est une question de tel. Donc, Ça marche. Ouais, alors je pense que je vais avoir oublié la deuxième question en répondant à la première, mais tu me rappelleras à l'ordre. C'est comment être force de proposition Oui, pardon. Alors, pour que, oui, parce que les ça, projets sont à l'intention des managers. Pardon. absolument. Ouais, ça y est, je me souviens. Merci beaucoup. Ça, pour le coup, ça relève des dispositifs. Donc, c'est l'entreprise qui doit décider ça. C'est généralement ce qu'on voit, par exemple. C'est effectivement très important. C'est un point à avoir en tête parce que, notamment dans les projets, par exemple, de pyramide inversée, on voit souvent que le dernier cap n'est pas franchi, c'est-à-dire qu'on redonne bien du pouvoir et des marges de manœuvre à toutes les strates, sauf la dernière, c'est-à-dire les collaborateurs qui sont en première ligne sur le terrain, les opérationnels, etc., où là, on a plus de difficultés. Généralement, ces difficultés-là, elles viennent non pas de la capacité des collaborateurs à s'emparer de ces sujets, à proposer, à prendre des initiatives, etc. Mais du fait que comme généralement c'est pas ce qu'on a demandé à la ligne managériale dans les X dernières années, du coup il faut aider la ligne managériale à engager ce switch et à faire en sorte que ils puissent organiser le fait que leurs collaborateurs vont avoir plus de pouvoir, vont prendre des initiatives, vont pouvoir donner des idées, etc. Mais ça se traite très clairement sous l'angle du dispositif, c'est-à-dire que c'est à la main de l'entreprise, ça passe par la ligne managériale et c'est évidemment extrêmement important parce que ces dispositifs-là n'ont intérêt que si ils se pratiquent sur tous les échelons et à fortiori, je dirais, parce que c'est eux qui ont la connaissance des métiers opérationnels, du terrain, des clients, etc. Si on ne met pas les collaborateurs opérationnels et ou de première ligne dans ces dispositifs, on se prive d'une richesse qui fait qu'à la limite, c'est même pas sûr que le dispositif vaille la peine. Donc voilà, mais ça s'organise. Effectivement, on peut pas juste dire tout le monde donne son avis. Ça marche pas. Ça s'organise et il y a des dispositifs assez efficaces pour faire ça. Ta deuxième question, rappelle-moi Camille, enfin la deuxième question. La deuxième question, c'était plutôt donc quand on a été mobilisé en équipe sur des projets structurants autour donc de la crise et que l'activité reprend, en fait, comment faire pour reprendre une activité habituelle quand on a été plutôt habitué? Après, Christelle, si la question a été mal posée, n'hésitez pas à la remettre dans le chat. Mais c'est ce que Et effectivement, ça va être un des enjeux. Hein, quand je parlais d'engager le retour à la normale, c'est ça qu'il faut accompagner dans cette phase-là. C'est comment on va revenir à l'ordinaire. Alors,
il se trouve que c'est un ordinaire qu'on connaît pas, mais ça va quand même être un ordinaire. Et comment on accompagne ça? C'est pour ça que dans les leviers sur préparer la suite et choisir l'expérience collaborateur de demain, moi, il me semble que un de ceux qui est à mobiliser, j'allais dire quasi obligatoirement ou de manière vraiment enfin oui, allez, je vais rester sur obligatoirement, c'est celui du retour d'expérience. C'est-à-dire que il faut faire un retour d'expérience sur ce qui s'est passé pendant la période de crise, ce que les gens ont fait en plus, en moins, différemment, ce qui a bien marché, ce qui doit être conservé, ce qui va être conservé mais aménagé, amélioré, ce qui doit être supprimé parce que c'est vraiment propre à la crise. Et de retravailler ça, bien sûr, avec les collaborateurs. Hein. D'où l'idée de cette appellation de projet porteur avec les collaborateurs, c'est-à-dire que tout ça ne marche et chacun pourra prendre sa place ou reprendre une place demain et se sentir partie prenante de l'organisation s'il a pu dire ce qui s'était passé pendant la crise, d'un point de vue professionnel. Hein. Là, pour le coup, on est vraiment du côté des pratiques professionnelles. Et s'il a pu contribuer à construire les modes de fonctionnement de demain, les modes de fonctionnement de demain étant des sujets à la fois d'organisation du travail, de pratiques managériales et de pratiques collaboratives. Merci beaucoup. J'aimerais quand même prendre une dernière question parce qu'elle me semble très intéressante. Quel risque pour l'entreprise de ne pas intégrer ses équipes dans la mise en place du projet, du fameux projet porteur, du coup? Alors, vous allez vous priver de création de valeur, c'est le sujet sur lequel je suis passée un peu vite tout à l'heure, mais du coup, j'y reviens. Vous avez un livre très intéressant. Je vais essayer de faire un truc. Je sais pas si ça va bien se voir, mais comme je l'ai à côté de moi, je vais vous le montrer. Voilà, ce livre-là, Smart Simplicity d'Yves Morieux, qui commence. Alors, c'est juste l'introduction, mais le reste est tout aussi intéressant. Dans son introduction. Donne un certain nombre d'éléments chiffrés qui sont extrêmement intéressants sur comment le fait de ne pas associer les collaborateurs au fonctionnement habituel et quotidien de l'entreprise génère de la surbureaucratie, génère une inflation de réunions, de reporting, et de tâches sans valeur ajoutée. Pour vous donner deux chiffres très rapides, mais qui donnent à voir à quel point l'entreprise a intérêt à travailler ces sujets-là. Et c'est pour ça que nous, typiquement, les sujets de performance et d'efficacité opérationnelle, on considère qu'ils ont pleinement leur place dans l'expérience salariée. Donc, le premier chiffre qu'il donne, qui est basé sur vraiment un panel d'études très large des entreprises, toute taille, tout secteur confondu, c'est de dire qu'il y a 40 à 80% du temps de travail des équipes qui ne créent pas de valeur. Donc, on voit bien quel gisement de performance il y a pour les entreprises à cet endroit-là et à quel point ce serait dommage que les entreprises s'en privent justement à une période où les modèles économiques sont fortement secoués et où il y a intérêt à regarder rapidement comment redégager de la valeur. Premier sujet. Et puis, deuxième chiffre qu'il donne, c'est que 70 à 100% du temps des managers aujourd'hui est consacré à des réunions, essentiellement des réunions de coordination et puis à de la production de reporting. Là encore, on voit bien que on a détourné les managers. Il y a eu il y a quelques années, je crois qu'on en parle un peu moins maintenant, mais cette idée au travers des entreprises libérées de supprimer le management. L'idée n'est pas de supprimer le management, il est fondamental le management, a fortiori dans les organisations dont on est en train de se parler. En revanche, il faut lui permettre de se remettre sur son cœur de métier et sur là où il apporte de la valeur, c'est-à-dire sur son management, le management de son périmètre de responsabilité et pas sur le fait de passer ses journées en réunion ou à produire des reportings. Donc, l'idée de ne pas engager les collaborateurs dans ce projet porteur, d'abord, ça devrait être le résultat du projet. Du coup, forcément, pour que ce soit le résultat du projet, il faut que le projet soit mené de cette façon-là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, et ça, je pense qu'on l'expérimente chacun pour nous-mêmes, donc on est capable de voir que ça va se passer pour à peu près tout le monde, c'est qu'il y a un moment où on va juste souffler en se disant que ça y est, la crise est terminée et qu'il va nous falloir quelque chose pour nous remobiliser, pour régénérer de l'énergie, pour repartir de l'avant.
Et du coup, l'idée d'un projet porteur permet ça. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, alors qui était certes un projet porteur mené en parallèle d'une restructuration, mais ça vaut tout autant pour un projet porteur mené en parallèle de la reprise d'activité qu'on a à faire là en ce moment. Ça permet ça, ça aide vos collaborateurs et vous avez absolument besoin d'eux de plus en plus. Donc faire ça avec eux, c'est aussi vous donner les meilleures chances de sortir de la crise en bon état de marche, je dirais. Voilà. Bon, bah, merci pour ce mot de la fin. En tout cas, bah, merci aux 136 rescapés qui sont restés jusqu'au bout avec nous. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez d'autres questions. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.